Après Spider-Man No Way Home qui a introduit au grand public le concept de multivers, notamment avec ses variantes tirées des anciennes franchises, le Spidey de Tom Holland, qui a tout perdu, semblait enfin destiné à devenir le Spider-Man tant aimé des fans. Enfin livré à lui-même, dans un film où il n'est plus chaperonné par les cadors du MCU. Mais ça, c'était avant que Sony, qui possède les droits du personnage, n'impose sa vision à Marvel et donc aux fans. Une vision purement financière, qui va continuer d'exploiter au maximum le multivers, qui selon eux est la seule manière de rapporter le milliard à coup sûr. Seulement voilà, cette fois-ci, Sony aurait également décidé d'imposer la fusion de son Spider-Verse et de ses innombrables fails au MCU afin de donner enfin du sens à son univers sans homme araignée. Car oui, il y a de grandes chances que Venom, Knull et peut-être tous les méchants du Spider-Man Sony Universe rejoignent le MCU. Mais alors, à quoi va ressembler ce Spider-Man 4 ? Lui, qui devrait sortir entre les énormes crossovers Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et qui s'annonce être un sacré bordel. Et bah possiblement à pas grand chose. Et c'est déjà un énorme gâchis, étant donné tout ce qu'il était possible de faire. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un énorme point sur le personnage Spider-Man, les raisons de sa dégringolade sous fond de cash-money et l'espoir que nous pouvons porter sur son avenir. Mais je vous préviens, avec les rumeurs qui tournent sur internet, ça fait flipper. Avant de nous lancer, il se peut que je spoil pas mal de projets Marvel et Sony, nous entrons donc dans la spoiler zone. Zone de tous les dangers. On enfile son meilleur masque et ses collants, et on se lance dans le grand saut. Générique. Spider-Man 4 devrait donc arriver en 2026. Pour rappel, à la fin de Far From Home, Peter est démasqué par Mystérieux aux yeux du monde. Ce qui a pour conséquence de le mettre, lui et ses proches, dans de sérieux ennuis. Il décide donc d'aller voir Doctor Strange pour lancer un sort qui fera oublier à tous son identité secrète. Sauf que tout part en vrille et le sort casse la fabrique du multivers. Important par la même occasion, les méchants et autres Spider-Man connaissant la véritable identité de Spidey. Après un team-up des 3 Spider-Man de Sony, notre Peter du MCU accepte de disparaître totalement et de tout perdre pour réparer ses erreurs. Un scénario qui nous ouvre la voie à un Spider-Man tout neuf, enfin libéré de tout ce qui a pu se passer pour lui pour se concentrer sur sa vocation, protéger New York des criminels. Et avec l'arrivée de Daredevil et la montée en puissance de Wilson Fisk, tout est réuni pour nous offrir une aventure street level bien new-yorkaise. Tout ce qu'on attendait. Sauf qu'en fait, bah non. C'est bien ce pourquoi militaient Kevin Feige et Marvel, seulement Sony, eux, ne le voyaient pas du même œil. Et pour une fois, il semblerait qu'ils aient gagné le bras de fer. Car dans le dernier trailer de Venom 3, Sony nous introduit Knull, le dieu symbiote, et il nous précise bien que ce sera le tout dernier film solo de Venom, qui serait une menace à la Thanos, une menace multiverselle à vaincre. Ce qui veut dire deux choses. Soit on va avoir droit à un Venom Family à la Shazam pour aller affronter le méchant Knull, ce qui est peu probable, soit tout ça se passera dans le prochain film Spider-Man, dans une giga aventure multiverselle où les Spider-Man tenteront de fuir Knull et où Peter fusionnera avec le symbiote pour tenter de le vaincre. Et c'est ce que nous laisse penser la plupart des rapports des insiders. Même si on ne dit pas non à une confrontation Spider-Man-Venom comme dans le jeu, ce qui s'annonce risque d'être beaucoup plus brouillon. Mais avant de nous lancer dans cette analyse, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo. Vous commencez à le savoir, j'adore dormir. Et vous n'imaginez pas l'importance d'avoir un matelas de qualité. Non, vraiment, vous n'imaginez pas. C'est un truc de fou, puisqu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler de la marque Emma. Une marque que j'adore, puisque ce sont leurs matelas qui ont totalement changé ma vie. Pendant des années, j'avais tout essayé. Matelas dur, mou, mémoire de forme. À chaque fois, j'avais soit trop chaud, soit mal au dos, ou pire, je me réveillais au moindre mouvement de ma meuf. Et un jour, je suis passé au Emma Original, le matelas le plus vendu en France en 2020-2021. Et depuis, mon problème, c'est de dormir ailleurs. Et ça a été hyper facile de choisir, car sur leur site, ils n'en recommandent que 5, tous ultra quali. Un pour chaque budget, avec graduellement toujours plus de support, de respirabilité et de thermorégulation. Car oui, Emma s'adapte à absolument tous. Perso, je suis un ours qui bouge grave et ma meuf ne sent absolument rien. C'est juste incroyable. Le Hybrid 2 qui a d'ailleurs été élu meilleur matelas de l'année 2023 et qui a l'air juste exceptionnel. Mais ça, c'est mes enfants qui vont en profiter. Oh la chance. En vrai, je suis deg. La chance. Autre élément génial avec Emma, c'est que la livraison est ultra simple, avec un matelas tout roulé en carton
que vous avez 100 jours pour essayer, au cas où vous n'aimez vraiment pas dormir, et une garantie de 10 ans. Bon, et puis si vous avez déjà un matelas Emma, sur leur site, vous pouvez aussi trouver des oreillers, des couettes, des surmatelas, mais aussi des lits et canapés convertibles, tous avec la qualité Emma. Bref, enfin, tu peux t'offrir un vrai sommeil. Car si je vous parle de tout ça, c'est qu'on est sur un giga bon plan évidemment. Pour les French Days, les produits d'Emma sont jusqu'à moins 50%. Et si vous ajoutez le code de carte, au moment de la commande, ça vous fait 10% supplémentaire. Mais l'offre est valable jusqu'au 8 octobre minuit. Après, ce sera trop tard. Allez, je vous mets le lien en description ou premier commentaire, et à vous les nuits de rêve. Bon, fini de dormir, on y retourne. Avant de parler concrètement de Spider-Man 4 et de ce qu'il pourrait s'y passer, j'aimerais revenir sur le personnage et ce qu'il nous a mené à nous dire « Pourquoi vous faites ça, Sony, en fait ?» Pardon. Cette partie est un peu technique, mais qui, selon moi, est importante pour vraiment comprendre le point de vue de Sony. Pourquoi Sony ? Spider-Man est l'un des personnages les plus populaires de l'univers Marvel et des super-héros tout court. Et c'est pas pour rien. Stan Lee, le papa de Marvel et créateur du personnage, a toujours voulu faire de Peter un petit gars auquel tout le monde peut s'identifier. I wanted him to be Spider-Man, to be a teenager, but I'd make him a different, to make him empathetic with the readers. I would let him be not that good-looking, not that successful with girls. He doesn't have a lot of money. He's an orphan who lives with his aunt and uncle. I thought that would make him relatable. Un petit geek qui se voit doté de pouvoirs exceptionnels alors qu'une araignée radioactive l'a mordu. Alors il dévoue sa vie à protéger celle des autres, sans jamais profiter de ses pouvoirs ni de sa notoriété. Peter est la représentation la plus pure de l'héroïsme, du sacrifice et de l'humilité. Au final, c'est juste un mec comme nous, pas toujours à l'aise, qui tente de s'en sortir, qui galère parfois avec les filles, et avec la vie de manière générale, parce que c'est un vrai passionné. Il n'est pas milliardaire, dieu ou playboy, c'est juste un petit génie qui essaie d'être un mec bien. Et personnellement, c'est clairement le personnage sur lequel je me suis toujours le plus identifié. Et contrairement à la plupart des héros, les fans sont autant fans de Peter que de Spidey. Et c'est clairement ce qui a fait son succès dès le premier film de Sam Raimi en 2002, voire même avant, pour ma génération, avec la série animée de 1994. Un personnage donc adoré par les fans qui ont toujours rêvé de se faire mordre par une araignée radioactive pour pouvoir défendre les plus faibles. Stop it. Et pécho Mary Jane. C'est une recette relativement facile à adapter et qui parle à toutes les générations. Seulement, le personnage et son univers appartiennent à Sony depuis 1999, qui les a rachetés à Marvel pour, tenez-vous bien, 7 millions de dollars. Combien ? Alors aujourd'hui, ça paraît absolument ridicule, tant les films Spider-Man ont rapporté à Sony, mais à l'époque, l'éditeur Marvel, à deux doigts de mettre la clé sous la porte, est obligé de brader ses plus grandes licences. Malgré tout, même si c'est pas cher payé, Marvel s'y est retrouvé, puisque la vente des droits des X-Men à la Fox et Spider-Man à Sony ont permis de remettre à la mode les super-héros il y a 25 ans, et ont ouvert grand la voie au MCU, un genre qui était longtemps considéré comme dédié aux geeks. Et Sony a décidé de prendre ça au sérieux, très au sérieux même. Puisqu'en 22 ans, nous avons eu le droit à 10 films Spider-Man, ce qui est colossal. Et à ça, j'ajoute les films tirés de la licence avec Morbius, Madame Web, le prochain Kraven et les Venom, qui nous fait un total de 16 films. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Et je compte même pas les films du MCU où le personnage apparaît. Mais alors, pourquoi autant de films, autant de reboots, autant d'univers différents pour le même personnage? Deux raisons à ça. La première vient d'une rumeur selon laquelle Sony perdrait les droits du personnage si aucun film tiré de la licence n'est en développement pendant 5 ans. Donc, bon ou mauvais film, on s'en fout. Il faut sucer un maximum la licence. D'où des projets foireux comme Madame Web, Morbius et le fameux El Muerto qui a failli voir le jour. La seconde est que Sony ne survivrait tout simplement pas sans lui, puisque cette overdose de Spidey rapporte un max. Pour vous dire, sur les 10 plus gros succès du studio au box-office, Spider-Man prend 7 places pour un total de 7,5 milliards de dollars. C'est tout simplement l'équivalent du PIB du Burundi. Donc oui, ça fait 20 ans que Sony graille sur une licence qu'ils ont payé 7 millions de dollars, soit 1000 fois moins. Et No Way Home a rapporté à lui tout seul presque 2 milliards de dollars, le PIB des îles Féroé. Alors, pourquoi je vous saoule avec tout ça? Tout simplement car il est important de comprendre pourquoi Sony n'en a rien à foutre de vous
et de vos petites envies. Sony a dans les mains une poule aux œufs d'or qui s'arrêtera un jour. Ils en sont conscients, et sachant tout ça, ils ont bien dû changer de stratégie en 2016 pour pouvoir le faire durer le plus longtemps possible. À l'époque, le MCU défonçait tout sur son passage. Et aussi bien Sony que Marvel voulaient y voir un Spider-Man faire son apparition. Or, il était impossible de justifier l'apparition des Spidey, de Tobey ou Andrew intégrer cet univers. Sony a donc reboot, pour la deuxième fois en 4 ans, le personnage pour l'intégrer. Et ils ont dû faire de nombreuses concessions à Disney et Kevin Feige pour que ça marche. Sony le savait, faire entrer un Spider-Man dans cette narration allait rapporter gros. Seulement aujourd'hui, c'est le MCU qui va mal et qui a terriblement besoin de Spidey. Alors, non pas que Sony aille bien, hein, mais les dernières nouvelles indiquent que le bras de fer a cette fois été gagné par Sony. Comme je vous le disais, No Way Home a rapporté 2 milliards de dollars. Et Sony et son PDG Tom Rothman ne visent qu'une chose désormais, reproduire cet exploit. Notre cher Tommy est l'ancien PDG de la Fox, qui a lancé avec un certain Kevin Feige la saga X-Men à l'époque. Et c'est lui qui, lors de son arrivée en 2015, décide de faire passer la licence Spider-Man au niveau supérieur. Seulement, le plan Sony Spider-Man Universe est un échec total. Tous les films se font défoncer, sauf peut-être le premier Venom. Il faut donc déjà passer au plan B, le multivers. Déjà exploité en 2018, dans Spider-Man Into the Spider-Verse, comme solution parfaite pour jouer avec plein de variantes de Spider-Man, c'est véritablement au Comic-Con de 2022, alors que Kevin Feige annonce la saga du multivers, que Tim Roth enclenche la machine à billets. Une faille dans laquelle s'engouffre Sony qui peut enfin ressortir ces deux vieux Spider-Man du placard, qui sont encore aujourd'hui les deux meilleures adaptations live-action du comics. Petite pause pour vous dire que si vous aimez mes contenus, je vous invite à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications. C'est ce qui me permet réellement de vivre aujourd'hui, et je sais que 80% d'entre vous qui regardez mes contenus le font sans être abonnés. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez me soutenir. Allez, on y retourne. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'on en a totalement oublié le développement du Spider-Man du MCU, qui n'est devenu plus qu'un prétexte pour faire briller les autres. L'arrivée en 2018 de Peter Parker dans Civil War est prometteuse. Malgré quelques petits rôles, notamment dans The Impossible, Tom Holland est alors un inconnu, et il apporte une fraîcheur au personnage en jouant une version adolescente lycéen. Un personnage attachant qui pourra être développé pendant des années. Seulement, il reste toujours et encore dans l'ombre du MCU. Notamment avec ses relations avec Tony, Fury ou encore Strange, sans parler des deux autres Spidey. Jamais ce Spider-Man n'a pu briller par son seul génie ou son courage. Il a toujours été accompagné, supervisé par un mentor. Et pourtant, il est apparu dans 6 films. Et ce n'est qu'à la fin du 6e qu'il quitte enfin le lycée pour s'installer à Manhattan. C'est une dinguerie quand on y pense. Et s'il est aussi différent, c'est parce qu'il est adapté de sa version Ultimate. C'est donc un Spider-Man différent des autres adaptations. Mais pas seulement. Selon moi, le plus gros problème de Peter du MCU est qu'il est justement dans ce deal entre Sony et Marvel. Un deal qui le prive de presque tout ce qui fait Spider-Man. Mary Jane est devenue Michelle Jones, qui n'a rien à voir avec la véritable MJ. Les Osborn n'existent tout simplement pas, et la plupart de ces méchants sont inexploitables parce que utilisés chez Sony. Car le deal explique que si Sony s'amuse avec un personnage, alors Disney ne peut tout simplement pas l'utiliser. Ce qui limite grandement les choses. C'est d'ailleurs tout le souci avec No Way Home. En un film, Disney et Sony ont totalement grillé des dizaines d'histoires possibles avec les personnages les plus intéressants de l'univers Spider-Man. Sans compter le fait que Peter ne se retrouve que dans des aventures plus grandes que lui. Il n'y a véritablement que Homecoming qui le place dans la peau d'un Spider-Man, avec une aventure où il est livré à lui-même face aux vautours. Mais où il ne reste qu'un enfant. Car je vous parlais plutôt de pourquoi on aime tant Spider-Man. Et l'une des raisons est le fait qu'il a de véritables problèmes d'adulte, avec de véritables conséquences. C'est pourquoi c'est un personnage dit street level, qu'on peut aussi appeler terre à terre, comme le sont Daredevil. Des personnages dont les soucis ne se règlent pas avec des gadgets de milliardaires ou qui possèdent des statuts d'Avengers. Le MCU l'a même privé de Tante May, qui reprend le rôle d'Oncle Ben. Le souci, c'est que Tante May fait partie intégrante de l'identité de Peter. Elle est son ancrage à la réalité. Pour couronner le tout, le réalisateur John Watts de la première trilogie n'a jamais véritablement réussi à nous faire ressentir la sensation de voltige qui accompagne les déplacements de Spidey dans New York. C'est pourquoi ce sort de Strange était l'occasion absolument rêvée de faire une sorte de soft reboot de notre Spidey pour lui offrir un nouveau départ, de nouveaux amours et un nouveau réal. Et le pire, c'est que tout était mis en place pour nous offrir un nouveau Spider-Man street level. On le sait, suite à la série Echo, Wilson Fisk va se présenter en tant que maire de New York.
Lui, qui a été terrifié des pouvoirs de Maya, semble désormais déterminé à remettre de l'ordre dans sa ville, en s'attaquant probablement en premier aux super et aux justiciers. C'est d'ailleurs le pitch du comics Devil Reigns dont aurait dû s'inspirer Spider-Man 4. Après les accords de Sokovie qui ont échoué, le maire Fisk instaure le Power Act, une loi qui interdit tout super-héros dans sa ville. Et pour faire respecter cette loi, il s'appuiera alors sur les Thunderbolts. Et on sait que la série Daredevil Born Again traitera justement de la montée au pouvoir de Wilson Fisk. Et Spider-Man 4 aurait été une suite absolument incroyable, confrontant Daredevil, le Punisher, Spider-Man et pourquoi pas le retour des Defenders à la nouvelle équipe de Thunderbolt du Caïd. Ça aurait été fabuleux et on sait que Kevin Feige poussait au maximum pour rester le plus terre-à-terre possible. Mais Sony est désormais en position de force. Si vous voulez utiliser notre Spider-Man, ce sera à nos conditions. Et quelles conditions? Puisque tout ce qu'a essayé Sony autour de l'univers Spider-Man ces dernières années s'est trouvé être un échec. Clairement, on a senti qu'ils voulaient pouvoir profiter de la notoriété du MCU pour continuer à produire des films. Mais des films sans l'homme araignée, ce qui n'a aucun sens. Et oui, Sony a besoin de son Spider-Man, sans lequel ses films sont fades. Seulement, Marvel a toujours interdit à Sony d'utiliser Tom Holland dans leur SSU. C'est le deal. Alors, si Tom Holland ne peut pas venir chez eux, ils n'ont qu'à envoyer tout le monde dans le MCU. Et pour ça, ils l'ont clairement fait comme des bourrins. Hop, une petite mention à No Way Home dans Across the Spider-Verse. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999. Qui a d'ailleurs créé un sacré bordel avec l'histoire du 199999999. Et un petit bout de Venom dans le MCU à la fin de No Way Home. Et paf! Ça fait des chocs à pic. Non seulement les anciennes licences Spider-Man sont désormais partie intégrante du MCU, mais c'est désormais tout le SSU qui y est connecté. D'ailleurs, on peut dire que tout ce qui a existé de près ou de loin avec le tampon Marvel fait partie du multivers du MCU. Et c'est là que ça devient le bordel. Il n'y a plus désormais qu'à faire un film Glooby-Boulga avec tout ça, et c'est bon, on est reparti pour 40 ans. Car la prochaine sortie de Sony est Venom The Last Dance. Et comme son nom l'indique, ce sera normalement le dernier film solo de Venom. Seulement, la dernière bande-annonce nous montre une nouvelle menace. Il s'agit de Knull. Il est le dieu des ténèbres et créateur des symbiotes. Mais c'est également le possesseur de la Necrosword. Rappelez-vous, l'épée tueuse de Dieu que nous avons vue dans Thor Love and Thunder volée par Gore. Encore un bordel à résoudre. Knull est un personnage extrêmement puissant. C'est d'ailleurs probablement lui qui a coupé la tête du céleste Nowhere. Donc, en aucun cas, nous ne pouvons imaginer Venom s'y attaquer seul. Mais je vous fais une vidéo très vite sur le personnage, promis. Il s'agit donc d'une gigantesque menace. Et Sony en a fait une menace multiverselle. Souvenez-vous, alors que Venom atterrit dans le MCU à la fin de Far From Home, il reconnaît le visage de Peter qui passe à la télé. Il explique que les symbiotes possèdent un esprit de ruche, une conscience collective qui partage son savoir à travers le multivers. Étant le dieu de ces symbiotes, Sony a donc probablement fait de Knull une menace multiverselle qui pourrait justifier de rassembler un max de Spider-Man pour l'affronter, et qui justifierait certaines de leurs incohérences. Genre, pourquoi Venom a jump dans le MCU? Pourquoi la petite trace laissée sur le bar apparaît dans la bande-annonce de Venom 3? Pourquoi Madame Web est aussi éclatée? Ou encore, comment Adrian Toomes, dit le vautour, a rencontré Morbius? Ah, sûrement un tour de Spider-Man. You did pop up in this like post-credit thing in Morbius. It was a little confusing. Did you know what what was even happening, what it was leading to? What? No idea. None. Zero. And even they couldn't quite explain it. Vous voyez, ça fait des années qu'ils préparent ça. Ou pas. Le prochain film Spider-Man semble donc plus que jamais dévoué à être un film multiversel. Mais alors quoi? Ou comment? Le film se déroulera entre Avengers Doomsday et Secret Wars. Une date relativement étonnante puisqu'elle implique que Spider-Man ne participera pas à Doomsday. Mais en même temps, plus personne le connaît. Enfin, personne ne connaît Peter. Mais surtout, je pense pas que les répercussions de Doomsday aient un réel impact dans le film. En tout cas, pas directement. Pouvons le dire, nous entrons dans la phase de la mort du multivers. Comment ou pourquoi, ça reste à définir. Mais si jamais Spider-Man participait à Doomsday, continuait son aventure multiverselle dans Spider-Man 4 pour finir dans Secret Wars, alors ça ferait de ces trois films une trilogie. Et je pense vraiment pas que Marvel prendrait le risque de faire ça en partenariat avec Sony vu le nombre de boulettes qu'a fait Sony auparavant. Je vous rappelle simplement le délire des 8 ans plus tard dans Homecoming qui a dû être démenti par Marvel, les guignols. Bref, ce qui veut dire que si Spider-Man est un film multiversel, il va subir cette destruction de manière indirecte. Dans les comics, le run Spider-Verse nous emmène dans la chasse de Morlun des héritiers.
Des vampires qui se nourrissent de l'essence du Spider-Totem des Spider-Man à travers le multivers. Un événement exceptionnel où les Spider-Man de tout le multivers se lient pour vaincre cette menace. C'est un peu ce qui a inspiré les films d'animation avec Miles Morales d'ailleurs. Et si jamais Sony va dans cette direction, il pourrait tout à fait remplacer Morlun par Knull, le définissant comme entité suprême profitant du chaos du multivers pour chasser symbiotes comme Spider. Ce qui transporterait Peter dans une aventure à travers le multivers pour échapper à Knull, accompagné de Eddie Brock et son Venom. Une aventure en parallèle des événements de Doomsday, dont les événements auront forcément un impact sur Spider-Man 4. Un peu comme Ant-Man et la Guêpe qui se finit par le snap et dont l'importance est capitale pour Endgame. Donc oui, on va pas se mentir, on rêve tous de voir une belle adaptation de Spider-Man et du symbiote, tout comme il a été adapté dans le jeu Spider-Man 2. D'autant plus que Peter est au meilleur moment de sa vie pour porter le costume noir. Genre, vraiment. Déjà, parce que dans les comics, c'est dans le premier run Secret Wars qu'il porte le costume noir pour la première fois. Alors que son costume est gravement endommagé, Peter se trompe de machine pour le réparer et libère le symbiote qui se lie à lui. Et je pense que ce serait dommage de faire un Secret Wars sans costume noir. Mais surtout parce que Peter est actuellement dans un état psychologique vulnérable, un état propice au déploiement du symbiote sans que ça n'ait l'air chelou comme avec Tobey. Peter, rancunier contre la vie, pourrait alors libérer sa violence et se laisser porter par son côté obscur. Un costume qu'il emporterait sur le Battle World, ou le Void, où il affronterait Venom. Mais encore une fois, le Spidey de Tom Holland sera mêlé à une histoire qui le dépasse complètement. Dans un scénario pareil, son personnage n'aura toujours pas le temps de se développer, et j'imagine que ce sera un No Way Home bis, sauf que cette fois, c'est lui qui quitte la Terre. Enfin, autre élément qui me laisse penser que le film sera un film multiversel, c'est la probable nomination de Destin Daniel Cretton en tant que réalisateur. Alors déjà, c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est le réalisateur de Shang-Chi et qu'il a fait un taf incroyable dans la chorégraphie des scènes de combat, mais surtout, Destin était pressenti pour réaliser Kang Dynasty, un film purement multiversel qui a été remplacé par Doomsday. Le projet Spider-Man 4 pourrait donc devenir un projet du même style pour ce réalisateur audacieux. Et comme vous l'avez deviné, perso, je suis pas emballé. Moi qui voulais vraiment retrouver un Spider-Man street level, celui qu'on a aimé et qu'on aime tant dans les comics. Mais si je vous disais que finalement... Et si Sony, avec ce move, parvenait à corriger toutes les erreurs qu'ils ont commises, voire même à réparer Spider-Man. Car oui, même si je veux un héros street level, force est de constater que le deal Sony-Disney limite grandement les possibilités pour Spider-Man d'évoluer dans le MCU. En réalité, avec cette version, il est quasiment impossible de retrouver ce qu'on a aimé chez les autres Spidey. Avec les films sortis et ceux à venir, le MCU ne peut pas ou plus exploiter des personnages comme Electro, Venom, Rhino, qui apparaît dans Kraven non plus d'ailleurs, le Bouffon Vert, le Lézard, Dr Octopus, l'Homme Sable, Mysterio ou encore le Vautour. Bref, que des personnages ultra importants dans Spider-Man. Alors ok, il en reste 2-3, mais bon, et comme je le disais, plus de Tante May, ni d'Osborn. Au final, est-ce que ce Spidey n'est pas un Spider-Man Avengers plus qu'un vrai Peter Parker? Et si l'opération Tous dans le MCU n'était pas un plan qui permettrait un véritable reboot au personnage? On le sait, Secret Wars finira probablement par une sorte de soft reboot, incorporant les assets de la Fox, dont les nouveaux X-Men et les 4 Fantastiques. Et si toute cette opération permettait enfin d'avoir un véritable MCU au complet, avec tous les personnages du SSU totalement intégrés à ce nouvel univers Marvel flambant neuf. Car depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs inondent Internet. Après l'officialisation d'une série Spider-Man noire sur Amazon Prime, Sony envisagerait de lancer un projet Spider-Man 2099, ainsi que des projets avec Spider-Gwen, et notamment un projet où le Spider-Man d'Andrew Garfield retrouverait Gwen en Spider-Gwen. Bon, sur cette news, j'ai vomi. Putain, ils veulent vraiment tout gâcher, hein. C'est incroyable. Arrêtez de ressusciter les morts, bordel! Mais c'est pas le sujet. Ce qu'on comprend là-dedans, c'est que Sony abandonne ses projets bidons sans Spider-Man, pour se focaliser sur les Spider-Man des autres univers. Autrement dit, si on lit entre les lignes, laisser Tom Holland, les méchants originaux, et probablement Miles Morales au MCU. Et lancer des histoires alternatives avec le Spider-Man de Andrew Garfield que les fans adorent et les membres du Spider-Verse. Et oui, car quelque chose a bien changé depuis Civil War. Disney est désormais ouvert à la coproduction, comme par exemple avec Deadpool et Wolverine qui ont été coproduits avec Ryan Reynolds et les prochains Doomsday et Secret War qui seront coproduits par les frères Russo. Une info qui a son importance, car ce n'est plus juste Disney qui prend les risques et qui encaisse, mais bien les deux parties. Ce qui pourrait changer la donne dans le deal avec Sony, qui était déjà une sorte de coproduction mais pas très équitable, et qui serait beaucoup plus ok à lâcher son bébé à quelqu'un
qui sait s'en occuper. Le meilleur placement financier ever. Pendant que eux kiffent avec leur Spidey et méchant en mode variant. Ou alors, ils ne savent pas du tout ce qu'ils font et moi je leur ai pondu une stratégie. Bref, si on résume, Sony est totalement dépendant de Spider-Man et c'est pour ça qu'il casse les couilles. Il y a peu de chances que nous voyons à court terme un Spider-Man Street Level soulever Black Cat. Mais qui sait? Peut-être que tout pourrait s'arranger après Secret Wars et enfin la fin de cette maudite saga du multivers. On n'en peut plus du multivers là, ça c'est bon maintenant. C'est bon, ça va. En attendant, si tu veux savoir ce que nous réserve Avengers Doomsday, ça se passe dans ma dernière vidéo. Et pour ceux qui attendent la vidéo sur Wanda, vous inquiétez pas, elle arrive la semaine prochaine. Encore un grand merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que c'est le moment de faire des bonnes affaires avec les French Days, en y ajoutant mon code promo Buckhart qui vous donnera une remise supplémentaire de 10%. Je vous mets le lien du site en description et attention, vous avez jusqu'au 8 octobre minuit pour profiter de l'offre. Après, ce sera trop tard. Allez la team, on se revoit bientôt et surtout n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux.